Bonjour et bienvenue sur ce podcast cinématographique. Alors on n'a plus de popcorn, donc on va vous raconter ce qu'on vient de voir. Alors aujourd'hui, cet épisode est placé sous le signe de l'animation, donc on va vous parler de deux films qui nous ont profondément marqués. Et oui, ces films, ce sont Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un film sorti courant 2024, ainsi que Amélie et la métaphysique des tubes, sorti en 2025. Deux excellents films. Je dirais même des chefs-d'œuvre, puisque moi personnellement, c'est deux films que j'ai découverts très récemment. Flo, je l'ai vu hier, Amélie, je l'ai vu la semaine dernière, mais ce sont deux énormes coups de cœur. Et je ne peux que vous les recommander, mais de toute façon, on va vous expliquer toutes les raisons de pourquoi vous devez voir ces films. Alors on va commencer par Flo, un film de Jins Zilbalodis, un réalisateur laiton qui ne cesse de nous impressionner avec ses films muets. Et c'est cette particularité qui est excellente. Dans ce film, nous avons des animaux qui ne parlent pas comme dans certains films où des animaux vont prendre la parole comme des humains. Cette fois-ci, ils n'ont aucune voix, ils ont des réactions animales primaires et pourtant on peut comprendre toutes leurs discussions et même leurs émotions. Et leurs émotions, c'est quand même un point central du film, parce que ce film a une forte puissance émotive. Par les histoires sont dures, même si ce sont que des animaux, on a de l'empathie pour eux. On est embarqué dans une réelle aventure qui réchauffe le cœur, ce qui est de même pour Amélie et la métaphysique des tubes, mais on verra juste après. Flo, c'est une aventure qui réchauffe les cœurs avec des beaux paysages, des beaux personnages, qui est racontée comme une fable avec une sorte de morale et des thématiques très intéressantes comme l'amitié, le travail ensemble et la mort. La mort et également aussi l'exclusion sociale, parce que je vais pas trop vous en dévoiler, mais il y a des thèmes très humains qui reviennent dans les animaux, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, en plus de l'animation qui est franchement plutôt jolie. Alors je m'y connais pas énormément en animation, mais c'est une très belle animation. Eh bien, pour m'attarder sur l'animation est très intéressante parce qu'elle est belle, mais l'animation, ça respecte plusieurs règles. Des règles d'or ou des principes de l'animation. Je vais vous en nommer quelques-uns comme le squash and stretch. C'est le principe que, par exemple, imaginez-vous une balle qui est molle. Quand elle va tomber, l'air va se comprimer et on va voir la balle bouger, puis ensuite rebondir. Elle ne va pas juste tomber et rebondir de manière uniforme. Pareil pour d'autres règles, l'anticipation, c'est dans le mot. La mise en scène, une mise en scène donc filmique, cinématographique. Et une dernière, le follow-through, c'est-à-dire que par exemple, lorsqu'un personnage va courir très vite et va s'arrêter, il ne va pas s'arrêter brusquement, on va voir des éléments déclencheurs, par exemple ses cheveux qui vont revenir vers l'avant, etc. Et c'est vrai que niveau réalisation, c'est très très solide. On a des très belles scènes, des très beaux panoramas. On a même une scène qui m'a marqué en début de film, je sais pas si tu te rappelles, d'un plan séquence du petit chat. Est-ce qu'on peut l'appeler Flo ? Oui, peut-être. Du petit chat Flo qui fuit tout simplement des chiens. Alors non, ce n'est pas du spoil. Nous n'allons pas vous spoiler dans ce podcast, évidemment, puisque c'est presque la première scène. Mais on a là tout un plan séquence très fort. Et oui, et le film Flo, c'est un film qui a su marquer les esprits. Et pas uniquement des spectateurs, mais aussi des refuges. Petite anecdote, les chats noirs ont été bien plus adoptés après la sortie du film Flo, ce qui est excellent. Moi je trouve ça excellent, plus de chats noirs, parce que les chats noirs sont porteurs de superstitions depuis longtemps, l'Antiquité et même encore de nos jours. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se font plus adopter. Je me répète, mais je trouve ça incroyable. C'est vrai que moi, en plus, 100% vrai cette anecdote, pendant que j'ai vu le film, moi qui suis habituellement team chien, qui veut à tout prix adopter un chien, eh ben, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie d'adopter un petit chat noir et de l'appeler Flo. Ça doit être tellement, tellement cool d'avoir un petit Flo avec moi. Notre petit Flo, notre petit protagoniste qui ne cesse de montrer ses émotions et son envie d'aventure. C'est pas un chapardeur, mais il est timide, il reste dans son coin, mais pourtant il adore l'aventure, de beaux plans. Par exemple, celui de l'affiche lorsqu'on voit le chat sous l'eau avec des poissons qui tournent autour de lui, un magnifique plan dans ce film.
Et des plans dans ce film, je dirais même qu'ils sont tous beaux, qui sont tous poétiques, qui sont tous travaillés au millimètre près, à la seconde près. Et c'est ça qui en fait toute la force du film, parce qu'on sent que le film a eu vraiment des années de recherche. Il me semble que tu m'avais dit que les animaux, des vrais animaux, avaient été analysés et reproduits en motion capture dans le film pour avoir des mouvements les plus réalistes possibles. Effectivement, le travail d'animation est fou. Pour avoir un travail d'animation aussi précis sur des émotions d'animaux, c'est des heures et des heures d'observation. Sachez qu'il y a plusieurs types d'animation. Une animation très handmade, c'est-à-dire qu'on dessine, qu'on a déjà l'idée en tête, des plans, etc. Mais il y en a certains qui, pour mieux capturer l'émotion, ce qui est le cas de Flo, vont prendre des exemples. Pour continuer avec Flo, c'est un excellent succès commercial. 250 000 entrées en 2 semaines et 700 000 entrées au bout de 3 semaines. Et c'est pour cela qu'il a reçu le prix, dont le prix du jury et le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy, le César 2025 et ainsi l'Oscar 2025 du meilleur film d'animation. Mais également le prix Un certain regard au Festival de Cannes, qui est quand même un prix plutôt prestigieux, parce que c'est comme une seconde palme d'or, il me semble, donc un prix plutôt prestigieux. Alors moi, de mon point de vue, je me demande si Flo, ce serait pas en fait un récit d'émancipation d'un chat qui est seul, qui a ses peurs, qui n'ose parler à personne, enfin même si évidemment il va pas parler, mais qui n'ose aller vers personne, et qui petit à petit, à cause de cet événement de montée des eaux, va s'émanciper, se libérer de toutes ses peurs, se libérer de la solitude pour aller vers d'autres animaux et pour se sociabiliser. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, ce que j'en pense, c'est que Flo, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un film d'aventure, mais aussi une thématique très importante, l'humanité. Dans ce film, on peut voir des traces fraîches d'humanité récente. Par exemple, la maison dans laquelle notre petit aventurier Flo est au début. Eh Oui. bien, il y a des traces fraîches d'humanité. Oui, parce que dans cette maison-là, ce n'est pas un spoil, mais il y a encore des schémas de statues d'animaux faites par un homme, de statues d'ailleurs, il me semble, faites en bois, qui sont très jolies. Effectivement, durant tout ce film, on va retrouver énormément de statues, de signes, de sculptures, de chats. Et, Des chats, pas vraiment, à et part dans les structures, mais il y a un seul chat dans le film. Et c'est assez étonnant de voir que dans la nature, avec toutes ces espèces d'animaux différents, parce qu'on va croiser des lémuriens, des capybaras, des chiens, plusieurs chiens, des sortes d'oiseaux que j'appellerais peut-être des hérons, mais il y a toujours un seul chat, et ce chat, c'est Flo. Donc Flo, c'est une très belle histoire. C'est une histoire qui plaira et qui va plaire et qui a plu aux petits, aux grands, aux plus grands. C'est une très belle histoire que je vous conseille de découvrir, que ce soit en famille, que ce soit tout seul, que ce soit avec votre petit ami, que ce soit même avec vos grands-parents, ou même avec vos professeurs, pourquoi pas. Et pour terminer, ce film de 85 minutes est un film qui va vous emporter. C'est un film émotif, c'est un film beau, c'est un film pour tous, familial, pour les adultes, et c'est un film original. Donc, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ce film. Ensuite, nous allons vous parler d'Amélie et la métaphysique des tubes, qui est pour moi ce grand coup de cœur d'animation, je pense, de ces 10 dernières années. Un film tout simplement magnifique. Au commencement, il n'y avait rien, à part un tube. Des jours, des semaines, des siècles passèrent. Et le miracle eut lieu. C'est ainsi que je suis née, par la grâce du chocolat blanc. Le plaisir, c'était moi. Ouvre-toi. Ouvrez-vous toutes. Le chocolat avait mis tous mes sens en éveil. Amélie vient de dire son premier mot. C'est super, c'est quoi? Aspirateur. Donc c'est un film de Maëlys Valade et Lian Cho-han, qui sont tous les deux co-réalisateurs. Donc Lian Cho-han est un réalisateur et Maëlys Valade est une animatrice. Alors on les connaît déjà pour Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, qui est un film d'animation que je n'ai pas vu, mais qui a l'air plutôt beau, des images que j'ai vues, de ce que j'ai entendu dire. Amélie et la métaphysique des tubes, c'est aussi un film très beau. On a une animation très, comment dire, artistique. C'est très coloré, même magnifiquement coloré.
on a beaucoup cette touche d'enfance. On a vraiment une touche d'innocence qui réchauffe le cœur bien plus que Flo, même si je peux me le permettre. Flo, c'est plus émotif, mais Amélie, ça réchauffe le cœur. C'est beau, c'est triste, et on a une enfant qui porte bien trop de fardeau pour son âge. Et cette touche d'enfance, elle ne nous vient pas de nulle part, puisque Amélie, la métaphysique des tubes, est clairement l'adaptation du livre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes, qui est un livre autobiographique mais romancé, qui a été plutôt acclamé pour la critique et qui, de ce que j'ai vu, personnellement je ne l'ai pas lu, mais qui, de ce que j'ai vu, avait l'air plutôt inadaptable en film, que ce soit d'animation ou pas d'animation tout simplement. Amélie et la métaphysique des tubes nous plongent dans un monde japonais très 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 traditionnel, avec par exemple la scène où on peut voir la fête des morts au Japon, qui est très ancrée au Japon. Le Japon Ouais. sont très traditionnels et respectent énormément leurs traditions, et c'est très beau à voir à l'écran. Le Japon traditionnel est respectueux, il est beau et spirituel aussi, très spirituel. Oui, donc alors, ce film, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, il raconte tout simplement l'histoire de Amélie, une petite enfant qui a quoi, entre 2 et 6 ans peut-être, elle doit avoir 2 ans au début du film, peut-être 6 ans à la fin, qui va nous exposer toutes ses pensées philosophiques, très philosophiques d'ailleurs pour un enfant de cet âge-là. Je pense que ça a été un peu quand même romancé, parce que personnellement à 2 ans je ne me rappelle pas ce que je faisais, mais qui nous apporte des vraies questions philosophiques et plutôt importantes et intéressantes sur l'enfance, sur l'innocence et même sur la reconstruction du Japon après la guerre. Alors oui, c'est vrai, pour rebondir sur mon ami, effectivement, petit point faible de ce film, le reste reste incroyable. Dans le film, Amélie n'a que 2 ans. Donc elle pourrait se souvenir de tous ses souvenirs d'enfance qu'elle avait 2 ans. Moi personnellement, à 2 ans, je me bavais dessus. Amélie, elle se souvient beaucoup, et à 2 ans, elle avait déjà des réflexions très philosophiques, métaphoriques, et de plus bien trop de fardeau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut même situer ça comme un god complexe, ce qui se passe au début du film. Elle se pose des questions sur ce qu'est Dieu, est-elle Dieu, qu'est-ce que Dieu? Donc ce film, il a été présenté au Festival de Cannes en 2025. Malheureusement, il n'a pas eu de prix. Il en aurait sûrement mérité un. Mais il a été élu meilleur prix du public à Annecy, au Festival d'Annecy. Et cette année, en 2026, en ce début de 2026, il est nommé dans la meilleure catégorie de film d'animation au BAFTA, au César, aux Golden Globes et aux Oscars. Donc on voit que c'est un succès, non pas juste français, parce que oui, le film est français, mais un succès complètement international. Pour être nommé aux Oscars, c'est quand même plutôt pas mal. Il faut quand même le rappeler, c'est un film à très petit budget. Il me semble un petit budget. 8,1 millions d'euros pour produire ce film, qui a été noté d'ailleurs sur Allociné avec une moyenne de 4,3 sur 5 par les spectateurs, qui est une moyenne mais excellente. Bah, franchement, c'est excellent. Bah, ce film est excellent. On n'a pas grand-chose à y redire. Comme Flo, Flo, on peut attaquer l'originalité, mais Amélie, on ne peut pas. C'est un film bien fait, bien organisé, avec une excellente narration. Alors il y a des thématiques communes, des thématiques communes avec Flo, mais la grande différence de ce film, c'est que ce film n'est pas muet. Et au casting français, du coup, nous retrouvons en doublage Loïs Charpentier, qui fait Amélie, ou encore d'autres personnages interprétés par Victoria Grosbois ou Yuji Fujimori. Donc ce sont des comédiennes de doublage qui ont plutôt beaucoup d'expérience, puisque Loïs Charpentier a eu des rôles plus ou moins importants dans le Disney Encanto, ou même dans le film récemment sorti Mufasa. Mais Victoria Grosbois est également la voix française de l'actrice Zendaya, et Yuji Fujimori est la voix française de l'actrice Michelle Yeoh, qui est une très bonne actrice américaine que j'apprécie beaucoup pour ma part. Alors, aucun rapport, mais c'est pour rebondir sur la thématique de la tradition japonaise. Amélie, dans le film, Amé, ça veut dire la pluie. Un thème qui est beaucoup touché dans Flo et Amélie, le thème de l'eau. Le thème de l'eau, c'est vrai que le thème de l'eau revient presque à chaque plan, mais toujours avec cette façon de voir l'eau
non pas comme un liquide, mais comme un miroir. On peut le voir dans Flo, dans beaucoup de scènes, dans Amélie, même sur l'affiche, tout simplement. Et oui, l'eau dans Flo et dans Amélie veulent dire une chose, le cycle de la vie. Et oui, ça touche les deux, le film, excellemment. On peut voir que dans Amélie, à chaque fois qu'il y a une pluie, il y a un gros changement qui va se passer dans le film, sans vous spoiler. Et de même pour Flo, quand il y a de la pluie, c'est qu'il y a de l'action, c'est qu'il y a de l'aventure, mais c'est aussi qu'il y a de la vie. Et donc ce sont deux films d'animation qui, niveau durée, sont très courts, puisqu'ils durent entre 1h15 et 1h30, il me semble, mais qui arrivent en moins d'une minute à tout de suite nous transporter dans cet univers et nous attacher, mais presque immédiatement au personnage, qui fait que quand le film est fini, alors on ne reste pas sur notre faim parce que le film était magnifique, mais là je parle pour les deux, quand le film est fini, on a presque envie de le recommencer pour rester avec ces personnages. C'est comme si ils avaient pris une part de nous, ils nous avaient emmenés avec eux dans leur récit, dans leur histoire, et c'est magnifique. Et franchement, pour être honnête, c'est le premier film qui a réussi à me toucher autant. Pas forcément pleurer, mais toucher de A à Z. On a cette petite innocence de la Amélie qui vous prend votre cœur et qui l'enchaîne durant tout le film. Vous n'avez pas le choix, vous devez supporter les fardeaux de cette Amélie, les questions existentielles de cette Amélie et tous les problèmes de cette Amélie. Et je trouve ça excellent. Les fardeaux, mais aussi les bons moments, parce que là, avec la description qu'on vous en fait, on dirait qu'elle était dépressive, qu'elle a subi la guerre, alors que non, elle a eu une enfance plutôt joyeuse, parce que elle est une enfant belge, comme Amélie Nothomb, et elle a vécu au Japon pendant toute son enfance. Malheureusement, elle a eu des événements un peu durs qu'on ne dévoilera pas ici, Surtout pas. surtout pas. Mais elle a quand même eu des très jolis moments avec ses frères et sœurs, avec la servante, enfin la domestique de la famille, Nishio-san. Elle a eu des très bons moments, très fusionnels avec elle, ou même encore avec sa grand-mère belge. Afin de rebondir sur ça, on s'approche bientôt de la fin du podcast. Ça serait pour rebondir un peu sur les films d'animation en général, les films d'animation. Ou même les œuvres cinématographiques d'animation pour élargir complètement plus. Et pour élargir plus, c'est extrêmement cher l'animation, c'est extrêmement cher et dans de grands cas peu lucratif. C'est ça le problème, c'est pour ça que les films indés d'animation marchent très peu. Mais pour rebondir sur ça, ça serait pour un peu vous donner une idée de la claque que sont Amélie et Flo. Amélie et Flo ont produit, il me semble, les deux un peu moins de 100 millions de dollars. Et comparé à d'autres films, des géants, pourtant avec un budget gigantesque de parfois plusieurs centaines de millions de dollars. Comme par exemple des Disney. Ces derniers temps, Disney, niveau film d'animation, se loupe complètement au box-office. Hein, on l'a vu avec dernièrement le Disney Wish. Mais également, des fois, ils réussissent quand même bien avec Zootopie 2, très dernièrement. Et oui, Zootopie 2 qui a réussi à franchir la barre des 1 milliard de dollars Et au c'est box-office. énorme. C'est énorme. De même pour le film Super Mario Bros. Et Vice Versa 2. Donc on voit quand même que le domaine des films d'animation a toujours des films qui marchent à l'international et qui font toujours beaucoup d'entrées, qui restent très lucratifs, mais il y a toujours ces petits films-là comme Amélie et Flo, et il doit en avoir encore plein d'autres, mais on vous en parle même pas ici, qui ont besoin de cette visibilité. Alors Amélie et Flo n'ont pas spécialement besoin d'une visibilité parce qu'ils ont été très acclamés à l'international, et pour Amélie c'est pas encore fini parce que toutes les cérémonies de fin d'année, enfin de début d'année ne sont pas encore passées, mais il y a ces petits films-là d'animation qui sont à voir, qui sont à donner de la force parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc mon ami ici présent m'a fait découvrir un film d'animation, pas plus tard que tout à l'heure, un petit court-métrage d'animation même qui dure 3 minutes qui s'appelle Résilience, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est tout simplement magnifique. Et oui, des courts-métrages comme ça, il y en a plusieurs. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur le compte YouTube des Gobelins de Paris, qui est une école d'animation très prestigieuse et qui produit énormément de courts-métrages qui apparaissent, qui vont paraître et qui paraissent à Annecy et qui gagnent beaucoup de concours. Hein. C'est excellent, beaucoup d'excellents courts-métrages. Et moi, ce que je te propose, c'est que pour conclure ce podcast, on parle chacun d'une œuvre d'animation
qui nous tient à cœur et qu'on aimerait présenter et recommander. Je te laisse commencer. Alors moi je vais en parler de deux, je vais un peu tricher, mais je vais en parler d'une, c'est pas vraiment une que je conseille, mais plutôt en parler. Vite fait. Alors, c'est Noja 2. C'est le film qui au box-office a fait le plus d'argent de tous les temps, il me semble. Plus de 2 milliards de dollars. C'est énorme. C'est un film... Ça rivalise presque avec des Avatar 3, c'est gigantesque. C'est incroyable. C'est un film d'animation chinois. Noja 2 d'ailleurs, qui a fait plus de visibilité et d'argent que le film Noja 1, qui n'est jamais paru en France. Et du coup, le film que j'aimerais vraiment vous parler, qui me tient très à cœur, que je parle souvent à mon ami juste ici, c'est le Robot Sauvage, un DreamWorks qui est sorti dans la même année que Flo. Incroyable, hein. Pareil que Flo et Amélie, c'est ça un peu ce qu'il y a de bien dans les films d'animation, c'est que ça fait chaud au cœur et même aux yeux, c'est magnifique. Préparez les mouchoirs parce que vous allez pleurer. Et comme avec Flo et Amélie la métaphysique des tubes, le Robot Sauvage, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup également, qui peut être vu en famille, tout seul, avec nos grands-parents, avec notre petit ami même, avec qui vous voulez, parce que c'est un film vraiment intergénérationnel qui a des lectures en fonction des âges, des lectures différentes en fonction des âges. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'un film, mais je vais vous parler d'une série que j'ai découverte mais très récemment, qui est disponible sur Netflix et sur Arte, une série sortie en 2024 qui s'appelle Samuel. Alors Samuel, ça se présente sous forme de petits épisodes entre 4 et 5 minutes. C'est écrit et réalisé par Émilie Tronche. C'est une série qui nous raconte l'histoire de Samuel qui a 10 ans et on va le suivre au travers de son journal intime. Alors niveau animation, c'est très simple. On dirait littéralement que ça a été dessiné au stylo sur une feuille blanche. Mais ça n'en laisse pas moins indemne, puisque personnellement je n'ai pas encore fini cette série, j'ai vu plus de la moitié, puisque je l'ai découverte hier. Mais il y a des très beaux épisodes qui, franchement, je vous conseille de le voir. Ça prend très peu de temps à regarder un épisode, ça dure entre 4 et 5 minutes, mais vous pouvez le montrer à votre enfant, vous pouvez le montrer à vos parents, à vos grands-parents, en fait ça parlera à tout le monde, puisque cette histoire un peu intemporelle, qui est quand même placée à une époque précise, je dirais au début des années 2000, parle à tout le monde, puisque on va pas découvrir la génération de Samuel, mais on va découvrir toutes ses émotions avec son journal intime. Et on peut voir des événements marquants de la vie de tout le monde, hein, qu'on a tous vécu, comme les premiers amours, l'amitié, même l'ennemi enfantin évidemment, la vengeance, l'école, c'est des thèmes vraiment qui sont simples, mais qui sont très bien exécutés, donc par Émilie Tronche, qui est une animatrice française, oui, puisque cette série est française, et cette série, sortie donc en 2024, est la série, peut-être la série d'animation même, ou la série tout simplement, la mieux notée de 2024 sur Allociné, avec une note de 4,5 sur 20 par les spectateurs. Et enfin pour conclure, une petite dédicace au papa des films d'animation, AUX. Petite dédicace à Hayao Miyazaki, hein, le père de l'animation japonaise, et Katsuhiro Otomo, qui est le père de l'animation japonaise, dans le sens qu'il a permis d'introduire les mangas et les films d'animation japonaise en France comme un petit cheval de Troie, car je vous le rappelle, il y a à peine 20 ans, les films d'animation japonais et les mangas étaient très mal vus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir.